L'accord entre les autorités tchadiennes et les syndicats de la fonction publique signé fin octobre est entré en vigueur en janvier. Le dit accord limite la baisse des primes et indemnités des fonctionnaires. Quatrième jour de grève des médias publics en Guinée-Bissau jeudi. Les journalistes exigent des autorités le paiement de salaire et la fin de la censure. Ouverture prochaine de la frontière avec l'Érythrée, le président soudanais Omar El-Béchir en avait ordonné la fermeture il y a un an pour lutter contre le trafic d'êtres humains et d'armes. À quelques jours du dépôt des candidatures dans le cadre des législatives d'avril prochain, le PLP, entendait le Parti pour la libération du peuple, a opéré un choix. Après une analyse approfondie de la situation socio-politique du Bénin, le parti a décidé de façon consciencieuse, méticuleuse et studieuse de soutenir la liste du parti Union sociale libérale. Ainsi donc, le PLP appellera à voter massivement pour l'Union sociale libérale une fois que la campagne électorale sera officiellement lancée. Cette décision a été prise après plusieurs négociations politiques de haut niveau avec les principales forces politiques de l'opposition sur la base de 3 conditions posées par notre parti. 1. Positionnement des candidats intègres et crédibles. 2. Positionnement des jeunes et des femmes. 3. Aucun positionnement pour les partisans du régime, encore moins pour aucun député de l'actuelle législature ayant voté une seule fois les lois liberticides et scélérates qui ont démoli les acquis démocratiques. Nous saluons votre courage. Le Pujot accepte cette décision du PLP. Le Pujot accompagnera les actions du PLP. Les élections du 28 avril sont très importantes. La position qu'ils viennent de prendre est aussi très importante et nous sommes heureux des indications qu'ils viennent de donner. Et le PLP, et le PCB, et d'autres formations politiques, ils ont tous été très actifs. Et aujourd'hui, l'USL se réjouit d'avoir autour d'elle cette union. Donc nous sommes l'USL élargi à partir de maintenant. Avec notre liste, nous allons rajeunir le Parlement. Le Parti pour la libération du peuple continuera d'œuvrer pour le renforcement de la cohésion au sein de l'opposition. Il exhorte par ailleurs tous ses militants à ne plus répondre à aucune provocation, à ne nourrir aucune polémique politicienne et à se concentrer uniquement sur l'essentiel. Je veux qu'il n'y ait aucune ambiguïté. Moi, Wole Soyinka, je ne voterai pour ni l'un ni l'autre des 2 candidats principaux, a-t-il déclaré lors d'une conférence à Lagos jeudi. Je pense que tous les 2 méritent un rejet absolu, a asséné le prix Nobel 1986, grande figure respectée dans le pays, qui a régulièrement critiqué le chef de l'État, notamment pour sa gestion du conflit meurtrier entre agriculteurs et éleveurs dans le centre du pays. Wole Soyinka, 84 ans, a appelé les quelques 80 millions d'électeurs nigérians à trouver une 3e voie par les 111 autres candidats à la présidentielle pour faire échouer Muhammadu Buhari et Atiku Abubakar. Un scénario très peu probable dans le contexte nigérien où seuls les candidats des 2 principaux partis ont une chance de remporter le scrutin. Buhari et Abubakar, respectivement 76 ans et 112 ans, sont des figures politiques anciennes du Nigeria. Muhammadu Buhari avait dirigé le pays en 1983 pendant les dictatures militaires avant d'être élu démocratiquement en 2015 après de nombreuses tentatives. Soyinka, en 2015, avait apporté son soutien à Buhari, qu'il considérait comme un rempart contre la corruption rampante, avant de se rétracter. Atiku Abubakar convoite, quant à lui, pour la 4e fois le siège suprême. Il fut le vice-président d'Olusegun Obasanjo entre 1999 et 2007. Richissime homme d'affaires, il est perçu dans le pays comme l'une des personnalités politiques les plus corrompues, bien qu'il n'y ait jamais eu aucun procès contre lui au Nigeria.
On peut bien sûr regretter les pertes en vies humaines, mais nous devions protéger les biens autant que les citoyens qui ne participaient pas aux manifestations, a déclaré Emmerson Mnangagwa, cité par les quotidiens Newsday et Independent. Nous avons dit aux pays occidentaux qu'ils ne pouvaient pas venir nous faire part d'inquiétude en étant ceux qui ont soutenu la violence, a-t-il ajouté lors d'un entretien accordé à plusieurs journalistes. De nombreuses capitales étrangères ont accusé le régime de Harare d'exactions contre la population. Le gouvernement a rendu la société civile et le principal parti d'opposition responsables des violences qui ont accompagné les manifestations contre la hausse des carburants au prix plus que doublé dans un pays épuisé par 2 décennies de crise économique. Depuis qu'il a succédé fin 2017 à Robert Mugabe, Emmerson Mnangagwa a promis de relancer le pays, jusque-là en vain. Au bord de l'asphyxie financière, l'État peine à payer ses fonctionnaires et la population souffre de graves pénuries de produits de première nécessité, dont le pétrole. Depuis le début de la fronde, au moins 12 personnes ont été tuées, des centaines d'autres blessées et les forces de l'ordre ont procédé à plus d'1 millier d'arrestations selon les ONG. L'un d'entre eux m'a forcé à me coucher sur le lit. Il m'a violée, puis il a quitté la chambre. Puis un deuxième soldat m'a violée devant les 2 autres qui sont restés là, les armes à la main. Et quand il a fini, ils sont tous repartis. Depuis quelques jours, des témoignages du même acabit commencent lentement à émerger. Pour mater la fronde sociale qui vient d'embraser le Zimbabwe après l'augmentation spectaculaire des prix des carburants, les forces de l'ordre ne se sont pas contentées de tirer à balles réelles sur les manifestants ou de tabasser systématiquement les civils. Elles ont aussi eu recours à l'arme du viol. L'une d'elles s'est confiée à la presse dans un lieu discret de la capitale Harare. Mère de 2 enfants, la jeune femme raconte, le visage strié de larmes, comment une patrouille militaire s'est invitée de force en pleine nuit dans son domicile et comment 2 soldats en ont profité pour abuser d'elle. Des soldats sont arrivés chez moi vers minuit. Ils ont frappé 2 fois et je n'ai pas répondu. Puis ils ont violemment tapé dans la porte et j'ai demandé qui c'était. Et l'un d'entre eux a crié « Ouvrez !» Alors je suis sortie de mon lit et j'ai ouvert la porte. Ils étaient 4 soldats. Ils ont juste dit, nous sommes après vous les femmes célibataires qui barricadaient les routes avec des pierres. Et j'ai dit que je ne savais rien à ce sujet et que pendant les manifestations, j'étais chez moi et je n'ai jamais quitté la maison. Plusieurs ONG affirment avoir recueilli les témoignages circonstanciés d'au moins une vingtaine de femmes victimes de violences sexuelles de la part de soldats ou de policiers zimbabwéens. Mais aucune d'entre elles n'a encore osé porter plainte. Dès les premières accusations de viol sur la place publique, la police a invité les victimes à venir témoigner en leur assurant qu'elles seraient reçues par des personnels formés. Mais les ONG n'y croient guère. Elles exigent aujourd'hui la mise en place d'une institution ad hoc pour traiter les plaintes pour viol. Le gouvernement togolais a joint l'acte à la parole. Comme annoncé ce mercredi soir dans un communiqué du Conseil des ministres, il a autorisé la remise en liberté de 44 personnes, dont 18 graciés dans 4 prisons du Togo. Elles avaient été arrêtées dans le cadre des manifestations de la principale coalition de l'opposition togolaise pour protester contre le régime du président Faure Gnassingbé. Parmi les personnes libérées figurent des membres du mouvement Nubweke, une association très active au Togo. Selon l'opposition togolaise, une centaine de personnes étaient alors détenues dans les prisons du pays. Les partisans de ce regroupement étaient encore dans les rues de Lomé samedi dernier pour dénoncer ce qu'ils qualifient de coup de force électoral lors des élections législatives remportées par le parti au pouvoir avec 59 des 91 sièges. Il faut dire que depuis mi-2017, le Togo est le théâtre de manifestations parfois massives de la coalition des 14 partis politiques de l'opposition, ayant pour mot d'ordre la démission du président Faure Gnassingbé, qui a succédé en 2005 à son père à la tête du Togo pendant 38 ans.
Notons que les leaders de la C14 avaient boycotté les législatives, dénonçant des irrégularités dans sa préparation. Toutefois, les observateurs de l'Union africaine et de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, avaient salué la bonne tenue des législatives, tout comme les dirigeants ouest-africains, qui ont jugé que ces élections libres et transparentes étaient conformes à leur feuille de route pour une sortie de crise au Togo. Les pourparlers de paix commencé il y a une semaine entre les 14 groupes armés opérant sur le territoire centrafricain et le gouvernement de la RCA piétine actuellement à Khartoum au Soudan. Selon les autorités centrafricaines présentes au Soudan, les négociations coincent sur les revendications des groupes armés, notamment sur l'épineuses question de l'admission et la formation d'un gouvernement d'union nationale. Hier jeudi, ces revendications n'avaient pas trouvé réponse côté au gouvernement, raison pour laquelle les groupes rebelles ont donné 48 aux autorités centrafricaines de se prononcer sur ces questions. Les négociations sont suspendues durant cette période. Selon un représentant du gouvernement à Khartoum, la question de l'admission est très délicate, car certains chefs rebelles sont sous les sanctions onusiennes ou cités par les ONG des droits de l'homme comme des seigneurs de guerre. Ainsi, les groupes armés menacent de quitter Khartoum si leurs revendications ne sont pas prises en compte. Les représentants de l'Union africaine de l'ONU sont déterminés à poursuivre les discussions avec les deux parties dans le but d'aboutir à un accord de paix. Il faut noter que la Russie très discrète joue un grand rôle dans ces négociations. Depuis Khartoum, je suis Nassi Soum pour Sika Télévision, la chaîne panafricaine. La crise qui secoue le Burundi depuis 2015 ne figure pas sur le programme officiel du sommet, mais la question va être discutée dans un huis clos des chefs d'État de la région prévu dans la journée selon des sources de l'EAC et de Bujumbura. Le facilitateur dans cette crise, Benjamin Nkapa, a décidé de rendre son tablier après 3 années de tentatives infructueuses de réunir autour d'une même table le pouvoir burundais et son opposition. Il doit présenter son rapport final ce vendredi lors de ce huis clos avant que les chefs d'État présents ne décident de la suite à donner à la médiation régionale, l'enterrer définitivement ou tenter d'imposer à Bujumbura des négociations directes avec ses opposants. Mais ça ne sera pas facile encore une fois. Comme il le fait depuis 3 ans, le président Pierre Nkurunziza ne participe pas à ce sommet des chefs d'État. Il a délégué son premier vice-président Gaston Sindimwo, qui n'a aucun pouvoir et qui a pour mission essentielle de présenter un mémorandum qui demande notamment que l'EAC se saisisse enfin de ce qu'il appelle le conflit entre le Burundi et le Rwanda. Le régime de Bujumbura sait qu'il peut également compter sur des alliés comme la Tanzanie dans une organisation où les décisions se prennent à l'unanimité. Mais l'Union africaine menace d'ailleurs de reprendre la main sur ce dossier et l'EAC ne veut pas perdre la face non plus. Le président américain Donald Trump a estimé jeudi que d'énormes progrès avaient été réalisés dans les tractations commerciales entre les États-Unis et la Chine, qui s'efforcent de trouver un accord pour mettre fin à leur guerre commerciale. Dans une lettre lue dans le bureau ovale de la Maison-Blanche par un membre de la délégation chinoise, le président chinois Xi Jinping, qui estime que les relations commerciales entre les États-Unis et la Chine sont à une étape capitale, espère que les deux pays vont continuer de travailler dans un respect mutuel tout en maintenant un contact étroit de différentes manières. De son côté, Donald Trump, qui a qualifié cette lettre de magnifique, a annoncé que les négociateurs américains se rendraient en Chine début février. Donald Trump a par ailleurs indiqué qu'il n'y avait pas eu de discussion sur une éventuelle prolongation de la trêve dans la guerre commerciale, fixée actuellement au 1er mars. Il a aussi précisé que la rencontre envisagée avec Xi Jinping n'était pas encore organisée. Plus tôt jeudi, il avait déclaré dans un tweet qu'il allait rencontrer le dirigeant chinois dans un avenir proche afin de résoudre certains des points les plus difficiles.